Je vais commencer par vous rappeler, par écrire les équations de Maxwell qu'on a vu la dernière fois parce qu'on va s'en servir et on va les utiliser dans un contexte assez particulier qui est quand on se place dans le vide, dans l'absence de charge et de mouvement de charge. Soit qu'on va arriver, ça va être l'équation d'onde dans le vide. Alors, je vais commencer par écrire les équations de Maxwell, telles qu'on les a écrites jusqu'à maintenant. On en a 4 qui portent sur E et sur D. On a une sur E qui nous dit ça. Une sur D qui nous dit que... Ça vaut combien ça 0. Nous avons donné c'est 0. Rotationnel de E. Vous vous souvenez de celle-là? La dérivée de D. Ouais, avec un moins. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui contient tous les phénomènes d'induction, hein, c'est ce qu'on a vu dans le cours sur induction. Et on en a une qui s'écrit rotationnelle de B, est égale à mu0 J, plus epsilon 0 mu0 D E sur dt. Et effectivement, arriver en retard et passer devant le champ de la caméra, c'est une super idée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Alors une remarque d'abord sur la forme de ces équations. Quand je vous ai parlé d'aspect un petit peu historique de ça, je dis ouais, Maxwell était trop content d'avoir obtenu ça, tout ça. Alors Maxwell, en fait, donc, il a écrit en substance ces équations qui sont ici, mais lui ne connaissait pas la notation vectorielle avec la divergence, les rotationnels. C'est des opérateurs qui n'existaient pas à l'époque. Même la notion de vecteur elle-même, un truc avec une flèche et à 3 composantes, c'est quelque chose qui était très peu utilisé. Donc lui, ce qu'il a écrit, c'est vraiment, il a écrit ces équations-là en composantes. Donc il avait une équation ici avec des dérivés de E par rapport à x, y, z. Ça, il l'avait écrit comme 3 équations. Il y en a une pour la composante x de ça, une pour la composante y et une pour la composante z. Il y en avait aussi 3 sur ça. Et en fait, il n'utilisait pas non plus directement la relation, par exemple ici, entre B et E, mais il avait une relation entre B et le vecteur qu'on avait noté l'autre fois, A, le potentiel vecteur, et puis le potentiel électrostatique, V. Donc il avait des relations qui n'étaient pas aussi compactes que ça. En fait, il en avait 20. Il avait 20 équations, et certaines étaient mais vraiment mouse. Hein. Donc c'était quand même assez difficile à lire, et c'était pas limpide au point que les gens se disent « Waouh, ouais, les équations de Maxwell, c'est vraiment génial, c'est ça qui décrit l'électromagnétisme de façon évidente. » Les gens étaient convaincus qu'effectivement c'était très important et que c'était probablement ça, mais il n'écrivait pas sous cette forme-là. Donc Maxwell, lui, avait une vingtaine d'équations qui étaient vraiment compliquées. Le gars qui a écrit ça sous cette forme-là, c'est Heaviside, Oliver Heaviside, un nom que je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a une fonction qui porte son nom, la fonction de Heaviside, c'est un truc qui vaut 0 tout le temps, super la fonction. Non, sauf que quand c'est pour les valeurs négatives, ça vaut 0, et pour les valeurs positives, ça vaut 1. En fait, c'est une fonction en marge d'escalier, et ça intervient dans certains faits. Dans pas mal de descriptions de phénomènes physiques, et ça porte le nom de distribution ou fonction de Heaviside. Et il est aussi connu parce qu'il s'intéressait aux câbles électriques, à la propagation des signaux dans les câbles électriques. C'était un domaine de recherche important à l'époque dont on est en train de parler ici, dans les années 1880 en gros. Et donc il a pas mal contribué à ça. Et donc Heaviside a en gros inventé les notations de divergence rotationnelle et a écrit les équations de Maxwell sous cette forme-là, sous une forme beaucoup plus lisible. Et il y a eu, alors c'était pas évident pour tout le monde que c'était non plus le plus simple. Il y a des gens qui trouvaient ça horrible aussi comme ça. Il y a eu pas mal de batailles entre différentes notations et finalement c'est celle-là qui a gagné. Fin de la parenthèse sur la manière dont on peut écrire ça. On va s'intéresser à partir de maintenant à des situations où il n'y a pas de charge électrique, dans les situations dans lesquelles ρ égale à 0, et des situations dans lesquelles il n'y a pas de courant non plus, J égale à 0. C'est-à-dire en fait la plupart des situations qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Si je veux m'intéresser par exemple au champ électromagnétique qu'il y a en ce moment-là, dans la région que je suis en train de délimiter avec mes mains, là-dedans, il n'y a pas de charge libre. Il y a des charges électriques parce qu'il y a des atomes, mais il y a autant de charges positives que négatives. Donc la charge volumique là, de l'air qui est là-dedans, elle est nulle. Donc ici, on est dans une région où ρ est égal à 0. Si vous réfléchissez bien, il y a vraiment très très peu de situations dans lesquelles vous avez à considérer ici ρ qui n'est pas nul et J qui n'est pas nul. Il peut y avoir par exemple un courant J quelque part, mais souvent vous ne vous intéressez pas au champ dans le fil là où il y a le J, vous vous intéressez au champ à côté, donc à un endroit où J égale à 0 et vous vous intéressez à l'influence de ce courant qui est ici, en un endroit où il n'y a pas. On va, dans ces équations, les simplifier en prenant 0 ici et 0 ici. Avant de faire ça, je vais faire une remarque. Et juste, je vais en faire un petit quiz, quelque chose qui est relatif au contrôle continu, que vous avez fait l'autre fois.
et un truc sur lequel vous vous êtes magistralement et massivement trompé. Ce qui m'a étonné, c'est pas grave au niveau des notes, hein, mais c'est juste, j'étais vraiment surpris qu'il y avait extrêmement peu de personnes qui m'ont donné la bonne réponse à la question. Donc j'aurais profité de ça pour y revenir ici. Dans un des exercices, on vous donnait un champ de cette forme-là, un V, je crois, R puissance n fois ER, vous vous rappelez, on vous demandait de calculer la divergence de V, et d'une manière ou d'une autre, vous arriviez à n plus 2, R à la puissance n-1. Vous vous souvenez de ça? Bon. On vous demandait, est-ce que ça vous rappelle un champ, est-ce que vous connaissez un champ en physique qui obéirait à ce genre de truc, en particulier quand n est égal à moins 2. Donc on trouvait que pour n égale à moins 2, on a divergence de V égale à 0. Bon. Et donc vous êtes pas mal à m'avoir dit que bah oui, ça pouvait être un champ magnétique du coup, parce que divergence de V égale à 0. La réponse que j'attendais sur ça, c'était si n égale à moins 2, on a ici un truc en 1 sur r carré, et un champ en r carré, c'est par exemple le champ électrique créé par une charge ponctuelle, ou bien le champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle, mais voilà, on a une masse quelque part, et on a un champ 1 sur r2, et voilà, ça décrit ça. Là où vous êtes trompé, c'est que, ici, ou à une des questions suivantes, on essayait de vous demander si ce champ V pouvait décrire un champ magnétique, puis un champ électrostatique. Et vous aviez trouvé notamment qu'on avait rotationnel de E est égal à 0, voilà, divergence de V égale à 0. Et massivement, vous m'avez dit quelque chose comme V ne peut pas décrire un champ électrique parce que divergence de V est égale à 0. Alors que ici, vous voyez bien qu'on n'a pas 0, on a ρ. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que là-dedans, on peut très bien voir ρ est égal à 0. Donc le pas logique ici, il n'est pas correct. Le pas logique qui est correct, je vais essayer de vous donner les 4 situations qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut en tirer à chaque fois. Donc imaginez qu'on vous donne une situation, comme c'était le cas là par exemple, dans laquelle divergence de V est égale à 0 et rotationnel de V soit égal à 0. Est-ce que ça peut être un champ électrique? Oui, ça peut être un champ électrique dans une situation où ρ serait nul. Alors je vais parler ici de champ électrostatique si vous voulez bien, je ne parle pas pour l'instant d'effet d'induction, tout ça. Un champ électrostatique, on aurait ici 0, parce que rien ne dépend du temps. Et donc si on est dans une situation où donc ρ est égal à 0, on a bien divergence de E qui vaut 0 et rotationnel de E qui vaut 0. Donc ça marche, ça peut être un champ électrique. Est-ce que ça peut être un champ magnétique? Oui, pour la même raison, sa divergence est nulle, et son rotationnel, ici l'équation nous dit que c'est mu0j, ça en magnétostatique ça n'y est pas, c'est mu0j, dans une région où j est égal à 0, le rotationnel vaut 0, donc ça, c'est effectivement aussi, ça peut aussi décrire un champ magnétostatique. Si maintenant vous avez trouvé divergence de V est égale à 7, et rotationnel de V est égal à 0, est-ce que ça peut être un champ électrique? Oui, ça peut être un champ électrique. Il suffit d'avoir ρ sur epsilon 0 égale 7 avec les bonnes unités ici, donc c'est possible. Rotationnel de V égale 0, très bien, oui, on aurait 0 ici pour un champ électrostatique. Est-ce que ça peut être un champ magnétostatique? Non, là par contre, non. Ça ne peut pas, parce que pour un champ magnétostatique, divergence de V doit être nulle. Or 7, vous pouvez triturer 0 autant que vous voulez, ça ne sera jamais 7. D'accord? Ça ne marche pas. Donc ça ne peut pas décrire un champ magnétostatique. De la même façon, si on a divergence de V est égale à 0, et rotationnel de V est égal à un truc qui est non nul. Un vecteur, j'en sais rien, 7 fois R. Un vecteur non nul. Est-ce que ça peut décrire un champ électrostatique? Non, c'est un champ électrostatique, le rotationnel ici est forcément nul. Donc ça vous interdit que ça soit un champ électrostatique. Est-ce que ça peut être un champ magnétostatique? Oui, divergence de B est bien égale à 0, ça marche. Et là, on aurait le mu0j qui vaudrait ce truc-là. Donc très bien. Dernier cas, si on a divergence de V est égal à un truc non nul, genre 7, et rotationnel de V est égal à, si c'est égal que je voulais dire, égal à un truc non nul, genre 7R. Est-ce que ça peut être un champ électrostatique? Non, à cause de ça. Un champ électrostatique, le rotationnel doit être nul. Est-ce que ça peut être un champ magnétostatique? Non, à cause de ça. D'accord? Dans l'exercice qu'on proposait en contrôle continu, on était dans cette situation-là, donc ça peut être les deux en fait. Je ferme cette parenthèse-là. Donc on va se placer maintenant dans des situations où la charge volumique est nulle, on est dans le vide. Ce que ça voudra dire dans le vide, c'est ça, dans le vide de charge. On peut être dans
peut être dans l'air, hein. C'est pas le vide au sens de la thermodynamique, etc. C'est le vide au sens des charges. Donc ici, on va considérer qu'on a 0, et ce terme-là vaut 0 aussi. On a J est égal à 0 et ρ égale à 0. Ça, encore une fois, ça décrit vraiment tout un tas de situations, en particulier les champs électriques et magnétiques. Dans l'air, là, autour de nous, ça va obéir à ces équations. Ils sont un petit peu plus simples. Il y a deux termes en un. L'idée de ce qui va suivre, c'est, ah bah tiens, on a différentes équations, là, sur E et sur B. Et en particulier, si on regarde les deux équations qui sont là, on a E qui est relié à B et B qui est relié à E. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en torturant un petit peu ces équations, éliminer une des variables? Par exemple, éliminer B. Ça, vous savez faire dans des cas simples. Si je vous dis 3x plus y égale 7 et 4x plus 2 égale y, pouf, vous avez deux équations avec x et avec y. Vous éliminez y, vous exprimez y en fonction de x, vous la remplacez dans la première, et ça vous élimine y, vous n'avez plus qu'une équation sur x. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc similaire avec ça pour garder par exemple que e? La réponse est oui, on peut, c'est ce qu'on va faire. Alors c'est un petit peu plus délicat que les équations linéaires comme je viens de le décrire oralement. Parce que ici on a une dérivée de b par rapport au temps, là on a un rotationnel. Bon. Je vais vous donner l'astuce, en fait, elle est simple, et une fois qu'on l'a faite une ou deux fois, vous verrez que c'est assez naturel de faire ça. Est-ce que déjà vous avez une idée de comment on peut faire ça? Comment à partir de ça et ça, comment je peux transformer chacune de ces équations pour arriver à éliminer B? Vous avez le droit de faire des trucs de fou, hein. Soyez sauvages. Non? Vas-y. Ah ouais, alors ça c'est sauvage, ouais. Donc effectivement, alors on pourrait se dire, pourquoi pas? Là on a la dérivée par rapport au temps, on intègre ça par rapport au temps, on met là-dedans et puis ça on le met ici. Enfin, ça du coup, le B qu'on a obtenu, on le met là, on a un rotationnel de l'intégrale de rho de E par rapport au temps. D'accord. Alors j'ai dit de faire des trucs sauvages, donc vous faites des trucs sauvages, d'accord. Ça c'est trop sauvage en fait, ça ne marchera pas. Le rotationnel d'une intégrale, ça va commencer à être un peu délicat. Vas-y. On va faire le div de rho de B. Alors si tu fais ça, si tu fais div de ça, ça va te donner 0 ici, oui. Et ça va te donner ici mu 0 epsilon 0 fois d rond sur d t de div de E qui lui-même vaut 0, et tu auras montré, mais brillamment, que 0 égale 0. Mais c'est vrai, hein, c'est pas faux au moins, c'est pas mal. Alors l'idée c'est la suivante. On va prendre le rotationnel de cette équation-là. Alors je vais le réécrire, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Et je vais dériver celle-là par rapport au temps. Je le réécris. Donc là, j'ai juste fait en jaune pour vous montrer directement dessus. Mais donc, ce que je suis en train de décrire, c'est que d'une part, rotationnel de E est égal à rotationnel de moins d rond B sur d rond T. Et d'autre part, d rond sur d rond T de rotationnel de B est égal à, je vais sortir l'epsilon 0 et le mu 0, et j'ai dérivé par rapport au temps un truc qui était déjà une dérivée par rapport au temps, donc ça fait d2e sur dt2. Pourquoi est-ce que ça nous aide? Alors, pour l'instant, oubliez le caractère un petit peu rebutant de ce truc-là, on y va y revenir. Ça, là, j'ai ici le rotationnel d'une dérivée par rapport au temps. Vous vous rappelez que le rotationnel, ça fait intervenir des dérivées spatiales. C'est un vecteur dans lequel on va dériver ce qu'il y a dedans par rapport à x, y et z. L'intégrale, vous avez ici le rotationnel qui fait aussi intervenir des dérivées spatiales. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre B, on va le dériver par rapport au temps, puis on va le dériver par rapport aux variables d'espace. Ici, on prend B, on le dérive par rapport aux variables d'espace, puis on le dérive par rapport aux variables de temps. Je peux échanger ces deux dérivations. L'ordre, quand on a des dérivées secondes, on peut dériver d'abord par rapport à une variable, puis par l'autre, ou l'inverse. Ça n'a pas d'effet. Donc autrement dit, ça, je peux aussi l'écrire, au lieu d'écrire rotationnel de la dérivée, je peux l'écrire d rond sur d rond T de, je vais laisser 6 moins dehors, rotationnel de D. Hein, pour passer de là à là, j'ai juste interverti l'ordre des dérivations entre la variable temporelle et les variables d'espace. Et du coup, on voit qu'effectivement, ce terme-là, il est là et il est là. Donc, je vais simplement remplacer dans la première équation ce truc-là par ça. Et donc, ces deux-là ensemble nous disent que rotationnel de E est égal à moins epsilon 0 mu 0 d2E sur d rond T2.
Alors là, vous ne vous roulez pas par terre à ce stade de la démonstration. Ceci dit, je vous avais dit on va enlever B. On l'a fait, hein. On a effectivement éliminé B. Ça, c'est une équation sur E qui fait intervenir, bon, ça c'est la dérivée seconde par rapport au temps, on sait faire. Là, rotationnel de rotationnel, vous avez un petit peu envie de pleurer quand même. Hein. Oui. Le moins, il est là. Et c'est celui qui est ici. Il est peut-être petit, mais il est là aussi. Alors en fait, vous allez voir que rotationnel de rotationnel, en fait, ça s'écrit de manière simple, en particulier pour le champ électrique. Et c'est ici que je vais vous demander de poser les crayons. N'écrivez pas ce que je vais faire maintenant, ça ne sert strictement à rien. Regardez simplement, vous aurez la vidéo si vous voulez aller voir le détail, mais je vous demande simplement de suivre ici. Je vais vous montrer une égalité sur rotationnel de rotationnel de E. En fait, je vais faire un petit calcul au tableau ici qui va montrer, enfin du moins vous convaincre que rotationnel de E, de tout vecteur d'ailleurs. Par contre, vous posez les crayons, mais vous m'écoutez, parce que sinon, si vous ne m'écoutez pas non plus, ça ne sert absolument à rien. Ça, on va montrer que c'est égal à gradient de divergence de E moins Laplacien de E. Waouh! Okay. En fait, c'est super intéressant, ça, on va le montrer. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout de suite pourquoi on va faire ça? Parce que divergence de E, on a écrit que c'était égal à 0 dans le cas du champ électrique, donc ça fait 0. Et du coup, on se retrouve avec cette expression-là, qui s'écrit en fonction du Laplacien, et je vais écrire tout de suite ce que c'est que le Laplacien. C'est un opérateur, lui, qui est vraiment très simple aussi. Hein, beaucoup plus simple que le rotationnel de rotationnel. Alors, juste pour vous convaincre que cette égalité est correcte, on va calculer, donc ça c'est un vecteur, hein, on va calculer la composante x de ce vecteur et la composante x de celui-là et de celui-là. Vous allez voir que ça se fait vraiment bien. Vous vous rappelez du rotationnel de E? Son expression c'est ça, on dérive EZ par rapport à Y et on soustrait la dérivée de EY par rapport à Z. Ensuite on a ici d rond EY, alors pardon, on fait une permutation circulaire, donc le Z devient X, le Y devient Z, ici le Y devient Z et on a par rapport à X. Et enfin, d rond EY sur d rond X moins d rond X sur d rond Y. Ça, c'est le rotationnel de E. Ce qu'on veut, c'est le rotationnel de ça. On a un peu peur, mais honnêtement, on respire un coup et ça va se passer très bien. Regardez bien. Rotationnel de E. C'est, j'ai un rotationnel à calculer. Le rotationnel, ça va être d rond sur d rond Y de quelque chose, moins d rond sur d rond Z de quelque chose. Le quelque chose qui est ici, c'est la composante Z de ce vecteur-là. La composante Z de ce vecteur-là, je vais la chercher ici, c'est lui là, donc je l'écris. D rond EY sur d rond X, moins d rond EX sur d rond Y. Moins d rond sur d rond Z de la composante Y, je vais la chercher là, et ça donne d rond X sur d rond Z, moins d rond Z sur d rond X. On peut faire pareil avec cette composante, je ne vais pas le faire, je m'intéresse juste à celle-ci, et ça je vais le réécrire de manière... je vais le réécrire comment? Ici. Donc on en a une autre ici avec les autres composantes, enfin la composante Y, une autre avec la composante Z. Je vais réécrire juste la première ici, puisque ça, d rond sur d rond Y de ça s'écrit d2 EY sur d rond X, d rond Y, moins, là on dérive deux fois par rapport à Y, d2EX sur d rond Y2, moins d2EX sur d rond Z carré, moins, par moins ça fait plus, d2 Z sur d rond X, d rond Z. Voilà. Et il y a les mêmes composantes en Y et en Z. Et voilà. La composante suivant X de ce vecteur, ça donne ça, d'une part. Ensuite, je vais calculer la composante suivant X de ce vecteur-là et de celui-là. Vous allez voir que ça, c'est vraiment encore plus facile. Donc là, c'était bon, il faut l'écrire proprement pour faire gaffe, mais il n'y a pas de grosses difficultés là-dedans. Donc ça, c'était la composante X du rotationnel de E. Ce que j'appelle gradient de la divergence. Vous vous souvenez ce que c'est que le gradient? Comment on calcule le gradient d'un vecteur?
voilà, on calcule la dérivée du vecteur, enfin, pardon, le gradient d'une, pas d'un vecteur, le gradient d'une quantité. On fait des ronds de cette quantité sur des ronds x, ça donne la composante x. Sur y, ça donne la composante y, etc. Donc la composante suivante x ici, c'est des ronds sur des ronds x de ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est divergence de E. Divergence de E, c'est des ronds EX sur des ronds x, plus des ronds EY sur des ronds y, plus des ronds EZ sur des ronds z. Et ça s'écrit du coup, si je développe, D2EX sur des ronds x2, plus D2EY sur des ronds x, des ronds y, plus D2Z sur des ronds x, des ronds z. Vous voyez au passage qu'il y a des choses qui commencent à ressembler à ce qu'on a en bas. On a notamment ce terme-là, qui est là, et celui-là, qui est là. Par ailleurs, ce qu'on appelle la divergence, ce qu'on appelle le Laplacien de E. Ça, vous avez déjà vu l'opérateur Laplacien ou pas? Oui? Non? Pas tout le monde? Alors, je vais déjà l'écrire ici pour une fonction. Là, c'est pour un vecteur, mais pour une fonction, ce qu'on appelle le Laplacien d'une fonction, c'est D2f sur des ronds x2, plus D2f sur des ronds y2, plus D2f sur des ronds z2. Hein? C'est un peu comme la divergence, sauf que c'est des dérivées secondes qu'on a. Bon, ce qu'on appelle dérivée, ce qu'on appelle Laplacien d'un vecteur, on fait ça sur chacune des composantes. En particulier, la composante suivant x de ce vecteur, c'est D2EX sur des ronds x2, plus D2EY sur des ronds y2, plus D2Z sur des ronds z2. On a quelque chose de similaire suivant avec... Et pardon, je n'écris pas ce que je dis. Ici, c'est EX. Et là, c'est EX. On applique ça à la composante x du vecteur. Et on a ensuite la même chose ensuite avec EY ici et avec EZ. Et vous voyez que on retrouve là-dedans, on a ici une dérivée seconde de x par rapport à y, on a la dérivée seconde de x par rapport à z, c'est-à-dire on a moins ce terme-là et moins ce terme-là. Et bien du coup, vous voyez que effectivement, si vous faites ça, moins ça, moins ça, vous avez un terme qui s'enlève, c'est celui-là, qui simplifie avec celui-là, et quand vous avez fait ça, moins ça, il reste donc le terme en jaune ici, le terme pointillé jaune, qui sont là, moins celui-là, c'est-à-dire effectivement moins ça et moins ça. Donc on voit sur la composante x, effectivement, que l'égalité qui est ici est vérifiée. On démontre de même que c'est vrai pour les composantes y et z, et donc ça démontre effectivement cette relation-là. Le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Celle-ci, je ne vous demande pas de la connaître par cœur, évidemment. Vous avez des tables, des tables de propriétés des fonctions vectorielles dans lesquelles vous pouvez aller voir ça si vous vous en rappelez plus. Mais voilà, c'est une propriété qui est vraie et qui va ici nous être utile. Je ferme la parenthèse où je vais vite et vous regardez, vous reprenez vos stylos, je me calme et on continue. On se défoule comme on peut, moi je fais du calcul vectoriel. Donc, muni de cette relation ici, dans le cas du vecteur champ électrique, qui est à divergence nulle, ça, ici, ça fait 0. Et donc, on est dans une situation vraiment particulière, puisque rotationnel de, ça fait juste ce terme-là. Et si je le reporte dans l'équation du dessus, on a donc que le Laplacien du vecteur E est égal à epsilon 0 mu 0 d2 z sur des ronds T2. C'est une équation sur des vecteurs. Ça veut dire, en fait, ça veut dire trois équations. On en a une sur EX, une sur EY et une sur EZ, et elles s'écrivent comme ça. Laplacien de EX est égal à epsilon 0 mu 0 d2EX sur des ronds T2. Puis idem avec x remplacé par y et x remplacé, puis x remplacé par z. On en a deux autres comme ça. Et voilà, donc les composantes de E vérifient une équation de ce type-là. Ça, pour quelqu'un qui a fait un petit peu de physique, là c'est alléluia. Cette équation, elle est super connue, on la rencontre dans plein de domaines. Alors je vous dis souvent ça, mais là c'est vraiment le cas. Je vais vous énumérer un peu les situations dans lesquelles on la trouve, mais avant je vais vous donner son nom, ça s'appelle l'équation des ondes. Plus précisément, de manière générale, là j'ai écrit EX parce que ça porte sur la quantité EX, mais ce qu'on rencontre souvent en physique, c'est une équation de ce type-là.
Laplacien de f, où f est une grandeur qui décrit justement l'amplitude d'une onde, est égal à 1 sur v carré d2f sur d rond t2. Voilà. Ça, c'est l'équation des ondes la plus générale. Et alors, vous rencontrez ces ondes quand, par exemple, vous étudiez ce qui se passe quand vous jetez un caillou dans l'eau. Voilà, le niveau de l'eau autour du caillou obéit à cette équation-là. Les ondes à la surface de l'eau sont décrites par ça. Dans ce cas, F, c'est par exemple la hauteur de l'eau à un instant donné et une position donnée. Quand vous étudiez un instrument de musique, les ondes qui se propagent sur une corde, quand vous grattez une guitare, quand vous pincez une guitare, ben voilà, c'est décrit par ça aussi. Donc ça intervient en électromagnétisme, ça intervient en acoustique, les lames d'air, le mouvement des lames d'air, quand on est en train d'exciter avec notre bouche quand on parle, quand on fait des bruits, ben voilà, l'onde qui se propage dans l'air est décrite aussi par une quantité, par une équation de ce type-là. Un signal dans un câble coaxial, un signal dans un fil, bref, toutes les ondes en physique sont décrites par une équation de ce type-là, par cette équation. Donc ça on le savait au temps de Maxwell. Donc quand Maxwell est arrivé là, il s'est dit, mais là, je tiens vraiment à un truc énorme. En particulier, donc ça, c'est une équation d'onde. Donc, si je la mets sous cette forme-là et que j'écris le V qui est ici, 1 sur epsilon 0 mu 0, donc il pose V égale ça pour vraiment la mettre sous cette forme-là. On savait à l'époque, et on va remontrer tout à l'heure, que le V qui intervient dans cette équation, c'est la vitesse des ondes. C'est pas n'importe quoi. Ça a bien la dimension d'une vitesse, ça, on peut le montrer de manière dimensionnelle. Et à chaque fois qu'on étudie des ondes décrites par ça, V c'est la vitesse des ondes correspondantes. Donc Maxwell il vient de montrer que le champ électrique, grâce aux équations de Maxwell, le champ électrique vérifie une équation d'onde avec une vitesse qui est donnée par 1 sur racine epsilon 0 mu 0. Qu'est-ce qu'il fait Maxwell? Il prend sa calculette, non il n'y a pas de calculette, il prend son boulier, non il n'était pas dans le bon pays, bon bref, il prend un bout de papier, il prend epsilon 0 dont on connaissait la valeur, epsilon 0 c'est une grandeur qui décrit les phénomènes électriques, on l'a rencontré quand on écrit par exemple la loi de Newton, la force électrostatique en 1 sur 4 pi epsilon 0 R2, il y a epsilon 0 là-dedans, donc les gens l'avaient mesuré à cette époque-là, donc ça c'est un truc qui était connu. Mu 0, ça intervient dans les phénomènes magnétiques, ça intervient par exemple dans le champ magnétique créé par un solénoïde, le champ c'est mu 0 fois I. Donc quand les gens qui avaient fait la magnétostatique avaient introduit ça. Donc on connaissait sa valeur aussi. Très bien, on peut calculer tout ça du coup. Maxwell fait le calcul, qu'est-ce qu'il trouve? En gros, alors là je simplifie un peu, 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, vous ça fait tilt dans votre tête normalement, lui aussi. Donc c'est quoi cette vitesse? C'est la vitesse de la lumière. Quand Maxwell fait ça, c'est vers les années 1870. On savait déjà depuis plusieurs décennies, on connaissait depuis plusieurs décennies la valeur de la vitesse de la lumière. Il y avait des expériences sur Terre qui mesuraient ça de manière assez précise. Et donc, Maxwell montre que ces ondes qu'il vient de découvrir ici, dont il n'a pas du tout la moindre idée de à quoi ça correspond physiquement a priori, trouve que ça va à la vitesse de la lumière. Et ben voilà, il vient de résoudre un des grands problèmes de la physique. On se demandait depuis à peu près 1810, on savait que la lumière était une onde, on ne savait pas du tout une onde de quoi. Est-ce qu'il y avait un milieu élastique là, qu'on appelait l'éther, dans lequel, en gros, c'est des petits ressorts, et puis quelqu'un bouge un ressort et ça fait bouger tous les autres ressorts, sauf que c'est des ressorts invisibles, parce qu'il n'y a pas de ressort et la lumière se propage quand même, donc ça ne convient pas à tout le monde. Ben voilà. Maxwell il dit non, c'est pas tout ça. C'est en fait, la lumière, c'est une onde de ce type-là, électromagnétique, c'est un champ électrique, et aussi un champ magnétique, d'ailleurs, on verra, les deux sont couplés, qui obéit à cette équation-là et donc qui varie spatialement. Et le mécanisme qui fait ça, je vous l'avais déjà décrit au tout début du cours, vous avez une charge qui oscille, du coup qui crée un champ électrique oscillant, un champ électrique qui varie, ça crée un champ magnétique variable, le champ magnétique variable lui-même induit un champ électrique, etc. De proche en proche, les champs s'induisent les uns les autres, et ça se propage très vite à cette vitesse-là. Donc là, Maxwell montre avec ça que, effectivement, la lumière est une onde électromagnétique. Alors les ondes électromagnétiques, c'est pas que la lumière non plus, il y en a plein d'autres des ondes de ce type-là. Quand il a découvert ça, les gens ont essayé de créer des ondes électromagnétiques et de les détecter, du coup, des ondes électromagnétiques qui ne soient pas de la lumière, et c'est notamment Hertz qui a fait ça. Hertz a mis en évidence des ondes qui se propageaient suivant cette équation-là. En gros, il avait une source avec un éclair entre deux boules chargées. Quand l'éclair avait lieu, il voyait qu'autre part dans la pièce, il y avait un récepteur qui enregistrait un signal. Il y avait quelque chose qui semblait passer entre l'endroit où il y avait l'éclair et puis l'endroit où il y avait son détecteur. Et par toute une série d'expériences, Hertz a montré peu d'années après qu'effectivement c'était valide et que ce type d'ondes, on pouvait les créer facilement en laboratoire.
Je reviendrai plus tard, probablement la prochaine fois, sur l'ensemble des ondes électromagnétiques, tous les différents types qu'on en rencontre. C'est assez riche et voilà, je pense que ça sera intéressant de faire le tour de ça. Mais je voudrais d'abord vous dire des choses un peu plus générales sur les ondes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Alors, oubliez pour l'instant tout ça. Là, on va venir vraiment à des choses de base. D'accord? L'aspect délire technique, ça y est, je me suis fait plaisir, on va arrêter là. On va partir de ça, de cette équation-là, et on va l'étudier, voir quelles sont ses solutions, quelles sont les propriétés de ces solutions. En gros, je vais vous parler d'ondes. Je ne pense pas que vous ayez eu de cours sur les ondes vraiment à proprement parler. Donc, ça sera ici un début d'approche de ça, une introduction à cette physique-là. Et on va commencer par un cas simple. On va commencer par un cas où les ondes sont unidimensionnelles. Donc, ce que je vais dire ici, ça dépasse largement la portée d'un cours d'électromagnétisme. Ça va être vrai pour tous les types d'ondes, donc les ondes à la surface de l'eau, les ondes sur une corde, etc. Ce que j'appelle onde unidimensionnelle ici, ça veut dire que l'amplitude F ne dépend que de deux variables, x et t. Dans le cas général, quand on a une onde à 3 dimensions, là, quand je suis en train de parler, j'émets des ondes acoustiques, ces ondes se déplacent dans l'espace tridimensionnel, et le Laplacien qui est ici, là, je vais l'écrire, l'équation d'onde la plus générale, si je développe le Laplacien, l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure, ça s'écrit d2f sur d rond x2 plus d2f sur d rond y2 plus d2f sur d rond z2, et ça vaut 1 sur v carré d2f sur dt2. Ça, c'est une équation différentielle sur f, et on a envie de résoudre ça. Donc là, vous pleurez vraiment, par contre. Autant tout à l'heure, vous aviez envie, là, vous pleurez. Je ne pense pas que vous sachiez résoudre ça comme ça. C'est pas quelque chose d'évident. Déjà, des équations, il y a des dérivées partielles, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Ça s'appelle une équation. C'est une équation différentielle, mais on lui donne un nom pour dire qu'en plus, il y a plusieurs variables qui interviennent. Ça s'appelle une équation aux dérivées partielles. Ici, dans le cas général où il y a 3 dimensions d'espace, il y a en tout donc 4 variables, x, y, z et t. Quand je parle d'un milieu unidimensionnel ici, ou d'une onde unidimensionnelle, c'est qu'en fait, il n'y aura rien suivant y ou z, c'est-à-dire que f ne dépend pas de ces variables-là, et on va simplement enlever ça. Physiquement, ça correspondrait à quoi? Un milieu unidimensionnel typique, c'est une corde, par exemple. Vous imaginez une corde là qui serait tendue, qui est attachée au mur là-bas, je tire la corde, donc on a une corde tendue, et je m'amuse à faire des ondes sur la corde. Par exemple, je fais un ébranlement de la corde comme ça, et qu'est-ce qui va se passer? Cet ébranlement va se propager le long de la corde. Et c'est unidimensionnel parce que ça se déplace suivant la direction X. Une seule direction, le long de la corde. Donc c'est ce type d'onde qu'on va étudier ici, et il y a beaucoup de choses qu'on va voir sur les ondes unidimensionnelles qui peuvent se généraliser facilement aux ondes bi- ou tridimensionnelles. Onde bidimensionnelle, ça serait quoi? Vous avez un exemple d'onde qui se propage sur un milieu à 2 dimensions? Surface de l'eau. Oui, à la surface de l'eau, effectivement. Les vagues à la surface de l'eau. Bon. Donc, ce qu'on veut résoudre ici, c'est d2f sur dx2 qui est égal à 1 sur v carré d2f sur dt2. Donc on veut une fonction f de x et de t qui, quand on calcule les dérivées secondes par rapport à x et à t, on les met là-dedans, ça satisfait ça. Est-ce que vous avez une idée du type de solution de ça? Vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous n'avez jamais rencontré ça, c'est juste au cas où. Non, je m'en doutais. Alors on va faire un tour de magie, vous êtes prêts? J'ai pas mis mon chapeau et mes gants et tout ça, mais imaginez. Une aminosante dans la salle, tiens toi tu fais bien l'aminosante. Donne-moi une fonction quelconque. Vite, vite, réfléchis pas à une fonction. Quoi? X au carré. Donne-moi une fonction. Vite, 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 vite. Non. 2x. Non, pas une fonction à une variable. 3x. Tu passes? Non, allez, vas-y. Un truc un peu plus compliqué là. Son automatisme, il va être nul. Sinus? Arctangent. Alors, le truc, c'est que vous allez devoir dériver la fonction que je vais écrire. Ln.
Exponentielle. Allez, je vais prendre sinus. Non, juste que ça soit modérément compliqué et qu'il y ait quand même un truc intéressant à dire. Sinus. Donc j'ai pris ici des fonctions que vous m'avez dictées, sauf celle-là où j'ai triché, d'accord? Mais ça marcherait avec n'importe quoi. Je vais mettre là-dedans, bah tiens, je vais mettre x, ça c'est mon choix à moi, je mets x plus vt. Ça, si on met là-dedans, ça marche. Vous avez collectivement trouvé une solution à cette équation. Vous êtes formidable. Bah, allez-y, calculez-vous la dérivée seconde de f par rapport à x, d'une part, et d'autre part, fais pas le malin toi, calcule. D'autre part, la dérivée seconde de ça par rapport à t. L'intérêt c'est aussi que vous voyez, vous ayez dans les mains un peu ce que c'est qu'une dérivée partielle. Je veux m'assurer que la notation ici vous parle en fait. Donc calculez ça pour cette fonction-là et calculez ça pour cette fonction-là. Ça vous prend normalement pas plus de 2 minutes. Allez, c'est parti. Le premier qu'a trouvé. Vous êtes prêts? Je vais vous donner un peu d'avance. C'est parti. Voilà. Dérivé par rapport à x 2 fois, dérivé par rapport au temps 2 fois. Si vous avez bien fait le calcul, vous apercevez qu'il n'y a qu'une seule chose qui change, c'est ça. C'est-à-dire que la dérivée par rapport à t, la dérivée seconde par rapport à t, elle est v carré fois plus grande que celle par rapport à x. Il suffit de faire la dérivée. Oui, ça veut dire que ça satisfait ça. Bingo. Alors, c'est quoi le truc de ce tour de magie? Ben, en fait, c'est que toute fonction f de x plus vt est solution de cette équation. Ah, ça vous embouche un peu. D'habitude, on vous dit résoudre l'équation, il faut essayer de trouver un truc avec des sinus, des cosinus, ça. Là, c'est toute fonction de ce type-là. Alors, j'ai pas dit toute fonction de x et de t. Il faut quand même que ce soit dedans l'argument x plus vt. Alors, on va le montrer, ça, tout de suite, là, ça se démontre vraiment facilement. Mais juste, pour préparer un petit peu la suite, si j'avais mis un signe moins ici, là, est-ce que ça aurait changé? Bah, pour la dérivée par rapport à x, pas grand-chose, il y aurait des moins partout là. Mais voilà, c'est tout. Ça aurait du moins là. Là, par contre, la dérivée par rapport au temps, ça serait sorti un moins v ici. Donc le v aurait été changé en moins v. Et quand on redérive le moins v, il y a encore un moins v qui sort, donc on serait retrouvé encore avec un plus v carré. C'est-à-dire qu'on aurait eu la même relation entre ça et ça. On aurait des moins partout là, mais voilà. On aurait encore eu que f est solution de cette équation-là. Donc en fait, quand je dis ça, ça c'est vrai, et si je mets un moins ici, ça reste vrai aussi. F de x moins vt, c'est aussi solution. On va le voir tout de suite. Comment on fait ça? Ça, je vais l'écrire. Ça c'est f de u avec u est égal à x plus vt. Et je l'écris comme ça parce que c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous de voir comment est-ce qu'on dérive ce truc par rapport à x. La dérivée de f par rapport à x, on a ici une fonction composée. On a f de u dépendant lui-même de x et de t. Et vous savez que la dérivée d'une fonction composée, ça s'écrit comme ça. On dérive ce qu'il y a dedans là, d rond u par rapport à x. Et on multiplie tout ça par la dérivée de f, la dérivée de f. F' de u. D rond u sur d rond x, ça vaut combien? Ça vaut 1. X vaut ça, on dérive ça par rapport à x. À t fixé, ça vaut 1. Et donc ça, c'est donné par f' de u. Si je dérive deux fois par rapport à x, donc je prends cette expression, je la dérive par rapport à x. Ça donne, eh ben, on a ça à dériver. On a la dérivée de u par rapport à x fois la dérivée de ça, de f, c'est-à-dire f seconde de u. Et donc, d rond u sur d rond x, c'est encore 1, et ça fait ça, f seconde de u. Ce que je peux aussi écrire, ça c'est f' de x plus vt, et ça c'est f' de x moins v, et f seconde, pardon, de x plus vt. Donc voilà, la dérivée seconde de f par rapport à x, c'est égal à ça. Maintenant, si je calcule la dérivée seconde par rapport au temps, je commence par calculer d rond f sur d rond t, ça fait comme au-dessus d rond u sur d rond t, fois f' de u.
Et il est là le truc de tour de magie, il est là, c'est encore f' de u ici qui intervient dans les deux cas. La seule chose qui change, c'est la dérivée de u. On dérive une fois par rapport à x, une fois par rapport au temps, mais ça va rester la même chose. Or, d rond u sur d rond t, je vérifie ça par rapport au temps, ça donne quoi? V. Donc ça, c'est simplement v fois f' de u. Et si je dérive encore une fois par rapport au temps, de la même façon, ça fait d rond u sur d rond t fois f seconde de u, c'est-à-dire v carré fois f seconde de u. Et le f seconde de u, je vais l'écrire f seconde de x plus vt. Ben voilà, on voit effectivement que cette quantité-là, c'est égal à v carré fois cette quantité-là. C'est-à-dire que cette quantité-là ici est bien égale à v carré fois cette quantité-là. C'est-à-dire que la fonction f qu'on a choisie est bien solution de l'équation des ondes qui est ici. Donc toute fonction, donc ça prouve la phrase qui est là-haut, toute fonction f de x plus vt est solution. Alors ça a un côté sympa, ça oui, d'accord, du coup on a vraiment beaucoup de solutions et c'est facile à trouver. Mais d'un autre côté, c'est pas très satisfaisant. En général, quand on veut résoudre un problème de physique, on aime bien avoir une solution. Oui, d'accord, tout ça c'est solution, mais dans un problème donné, ça va être laquelle qui va être bonne? Je prends quelle fonction? Je tire au sort comme ça, comme j'ai fait, je demande l'avis du public? Non, probablement pas. Donc, ce qui se passe, juste pour vous illustrer ce que dit cette propriété-là, imaginez encore une fois la corde tendue. C'est la corde qui est tendue. Je vais faire circuler une onde sur cette corde. Ce que me dit la propriété qui est ici, c'est que je peux faire la forme que je veux pour la perturbation que je vais donner. Imaginez que je dessine une girafe par exemple avec ma main là, puis je fais une perturbation en forme de girafe. Il y a une onde en forme de girafe qui va se déplacer dans ce sens-là. Si je veux faire un éléphant, je fais un éléphant, je fais la forme que je veux. Donc n'importe quelle forme ici va marcher. Mais ça va être déterminé quand même par la façon dont j'excite le système. Ça va dépendre en fait des sources des ondes. Si les ondes, c'est des ondes à la surface de la corde, ça va dépendre de la manière dont moi j'ai agité. Pour une onde lumineuse, ça va dépendre de la source, de comment on éclaire, des propriétés de la lampe, etc. Donc, dire que toute fonction est solution, ça ne veut pas dire que dans un problème physique, c'est arbitraire. C'est-à-dire que ça va être fixé par la manière dont on impose ces ondes, dont on les fait circuler. Ça va dépendre des sources des ondes. Alors, donc je vous ai dit ici que toute fonction de ce type-là est solution. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec un signe moins, ça marchait aussi. En fait, la solution la plus générale, elle est un peu plus compliquée que ça, à peine. F de x plus vt plus g de x moins vt. Voilà. Où f et g sont des fonctions arbitraires. Et on va s'intéresser maintenant à cette composante-là. En fait, on va voir que celle-là, elle est finalement un petit peu plus naturelle comme forme que l'autre. Vous allez voir pourquoi tout de suite. En gros, je peux quand même vous dire, ça va décrire une onde qui se déplace dans le sens des x croissants, alors que ça, c'est une qui se déplace dans le sens des x décroissants. Donc, je vais commencer par celle dans le sens des x croissants, c'est-à-dire celle-ci. Et on va étudier cette forme-là. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Vous avez des questions sur ça? Alors, je voudrais maintenant vous montrer effectivement que la fonction, celle-là par exemple, que ça décrit une onde qui se déplace dans la direction des x croissants, et on va en plus donner du coup une interprétation de V là. Pour l'instant, V c'est juste un paramètre, c'est 1 sur racine d'epsilon mu 0, epsilon 0 mu 0 dans le cas des ondes électromagnétiques qu'on a considérées. Je vous ai dit que ça s'interprétait comme la vitesse des ondes, mais ça reste à démontrer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce que je vous propose, je vais prendre une fonction G de U, quelconque, je vais la tracer ici. Et fonction quelconque, ça peut être quelque chose comme ça, une bosse là, top, une bosse. Voilà. Je n'ai pas dû donner une forme analytique, c'est juste, voilà, j'ai une fonction G de U qui a cette tête-là. Je vais utiliser cette fonction-là pour construire une onde grâce à l'équation qui est ici. Je vais maintenant tracer ici G, avec ce G qui est ici, celle-là, de x moins vt, et je vais tracer ça à deux instants ultérieurs. Je vais d'abord le tracer à t égale à 0, puis à un temps t un peu plus grand, et on va voir comment est-ce que l'onde va se déplacer. Donc je vais mettre des couleurs.
En jaune, ici, ça va être à t égale à 0. Et je vais tracer, dans un premier temps, en fonction de x, je vais tracer cette quantité-là, g de x moins v fois 0. C'est-à-dire, finalement, quand t égale à 0, vous êtes d'accord que ça, c'est g de x? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pareil. Est-ce que vous voulez que je précise? C'est surtout ça la question. À t égale 0, si je fais t égale 0 là-dedans, ça c'est simplement, ça s'écrit g de x. D'accord? Bon, ce que ça veut dire ici, c'est qu'à t égale 0, la forme de la fonction, il suffit de la prendre là. Là, je vous ai écrit g de u. U, je le rappelle x. Enfin, je change de nom, voilà, ça donne exactement la même chose. Donc, la fonction g de x ici, elle est donnée par exactement la même forme que j'écris pour g de u, puisque c'est g de u. Donc, la fonction qui est ici, finalement, donne le profil de l'onde à l'instant initial. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est ce qui se passe maintenant à un temps t ultérieur. Et pour ça, je vais le noter non pas t, mais delta t. Donc en vert, je vais écrire ça delta t, un delta t positif, donc un petit peu plus tard. Et je vais poser la question, comment est-ce que je peux tracer g de x moins v delta t? Je vais tracer en vert cette fonction-là. Ça, c'est une fonction de x. Imaginez que g, ça soit cosinus, paf. Je vous dis que delta t égale 3, par exemple. La vitesse égale 7. 3 fois 7, 21. Vous aurez à tracer g de x moins 21. Si vous connaissez la fonction g de x, tracer g de x moins 21, c'est vraiment très facile. On va voir comment. Il suffit de décaler la courbe. C'est ça qu'on va montrer. Alors, plus précisément, pour voir comment est-ce que la courbe s'est déplacée, on va faire ça point par point. Et je vais, par exemple, demander, tiens, le point qui était ici, là, ce point A. Le point A qui est ici, celui qui correspond à l'annulation de la courbe. J'ai pris une courbe qui s'annulait en 0, en fait c'est pour faire un repère simple, c'était pas obligé, mais voilà. Ce point A là, à t égale 0 se trouve ici. Je vais me poser la question, où est-ce qu'il se trouve à l'instant ultérieur, delta t? À quoi il correspond ce point? À t. Delta t, donc je cherche le point tel que, à l'instant ultérieur, la fonction ici s'annule quand le u est ici vaut 0. Donc ça correspond à g de u pour u est égal à 0. Donc la question que je me pose, c'est quand est-ce que l'argument qui est ici, là, x moins v delta t, quand est-ce que ça s'annule? C'est ça qui va me donner la position du point, appelons-le A', à un temps ultérieur. Je m'intéresse à la position de ce point-là, de ce point A là, à un instant ultérieur delta t. Ça correspond au point où la fonction s'annule ici. Donc je cherche quand est-ce que l'argument qui est ici devient 0. Enfin, est égal à 0. Je veux donc que la position du nouveau point, là, je vais l'appeler x'. On veut que ça soit que x' moins v delta t soit égal à 0. Et donc on veut que x' soit égal à v delta t. Ben voilà, il suffit pour ça de prendre ce point-là, on le déplace par là-bas. Pour ça, on prend le delta t, le temps qu'on a considéré, et on multiplie par v. Et ça nous donne la position de A'. Donc c'est quelque chose qui est plutôt par là-bas. Ça, c'est une quantité qui est positive. Et donc A' se trouve ici. La distance parcourue ici par l'onde étant V delta t. Cette distance-là, là, XA', je peux aussi l'appeler delta x. C'est quelque chose qui est proportionnel à delta t. Donc dans l'idée de delta, là, il y a le fait que ce soit un temps qui est petit. Si delta est petit, delta t est petit, cette distance-là va être petite aussi. Je vais l'appeler delta x en fait. Donc delta x, ça va être la distance de laquelle s'est déplacé le point pendant le temps delta t. Et là, on arrive, quand on l'écrit comme ça, à une expression qui parle, du coup. Enfin, je pense qu'elle parle, j'espère qu'elle vous parle, puisqu'on vient d'écrire que delta x est égal à v delta t. Autrement dit, v, c'est delta x sur delta t. Donc le paramètre v ici qui intervient dans l'onde, c'est le rapport entre la distance de laquelle s'est déplacée l'onde divisé par le temps. C'est ça qu'on appelle la vitesse de l'onde. Ça, du coup, c'est la vitesse du point A' qui est ici. Donc, le point où l'onde s'annule ici, était ici, est passé ici. En fait, il avance à la vitesse v. Le point qui est ici est là. On peut faire le même raisonnement pour tous les points de la courbe. Je peux faire un raisonnement avec ce point-là. Regardez, ce point qui est ici, à quoi il correspond sur cette courbe-là? Quelle est son abscisse? Et quelle doit être la position x pour qu'à un instant ultérieur, le u ait la même valeur ici? On trouvera la même chose, on trouverait que ce point-là est décalé aussi de v delta t. En fait, c'est la courbe dans son ensemble qui est décalée de v delta t. On aurait du coup quelque chose comme ça.
En vert, ici, vous avez la position, enfin la fonction g de x moins v delta t à un temps ultérieur. Et ici, ça s'est déplacé de v delta t. Donc la courbe avance à la vitesse v dans la direction des x croissants. Donc ça justifie le fait qu'on ait appelé le paramètre qui est dans l'équation, qu'on l'a appelé v. Donc c'est vraiment la vitesse. On peut faire le même raisonnement avec une fonction dans laquelle on aurait un plus à l'intérieur ici. Si on avait f ou g de x plus vt, on se sera aperçu que l'onde va dans l'autre sens. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un truc que vous avez vu en maths, mais qui vous pose problème. C'est normal, hein, mais ça vous pose problème tout le temps. C'est que si on vous dit bêtement, bah tiens, voilà une fonction f de x, paf, on vous la donne, stop, et tracez f de x moins 7. Qu'est-ce que vous allez faire dans 90% des cas? Vous allez prendre celle-là et vous allez décaler de moins 7. Vous allez la mettre là. D'accord? Non, c'est pas ça. F de x moins 7, décalé dans l'autre sens. C'est là. Parce que, par exemple, le point x égale à 0 ici, il faut que x vale 7 ici pour avoir la même valeur que là. Donc il faut tout décaler, il faut que les x augmentent de 7 pour qu'on retombe sur la même courbe qu'ici. Donc si vous avez un moins ici, ça veut dire que la courbe s'est décalée vers la droite. De la même façon ici, le fait qu'on ait moins v delta t, ça veut dire que la courbe se décale vers les x croissants à la vitesse v. Donc le moins ici veut dire que ça va bien dans la direction des x croissants. Si on a un plus, c'est le contraire et ça va dans la direction des x décroissants. Je ne vais pas refaire le calcul, je vais juste vous tracer dans une autre couleur ce que donnerait une fonction g de x plus vt. Ça, je vais l'effacer. Si maintenant je veux g de x plus v delta t, ça donnerait quelque chose qui est décalé dans l'autre sens. Ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Et cette fois-ci, ça serait décalé dans ce sens-là de v delta t. Donc, ça vous justifie le fait que ça décrit une onde qui se déplace dans la direction des x croissants à la vitesse v, et ça, une onde qui va dans la direction des x décroissants à la même vitesse v. Vous n'avez pas le choix de v. Une fois que l'équation des ondes est écrite, le v qui est dedans, il était dans l'équation de départ. Donc, les ondes, elles vont aller à la même vitesse, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre. Le v qui est ici, c'est nécessairement le même que là, parce que ce sont des ondes qui se déplacent dans le même milieu et qui obéissent à la même équation. Est-ce que vous connaissez des valeurs de vitesse d'onde comme ça? Alors, la vitesse de la lumière, vous connaissez. Vous en connaissez d'autres des ondes dont vous connaissez la vitesse? Le son, c'est combien le son? Mètres par seconde, c'est ça, à peu près 340 mètres par seconde. Sur une corde, ça ira à quelle vitesse? Sur une corde tendue? Si je fais un ébranlement comme ça sur la corde, ça dépend de la tension, effectivement. Plus elle est tendue, plus ça va vite. Donc si vous le faites vous avec votre force de nain, là, vous allez tirer comme ça, vous allez faire ça, ça va aller à peu près à 1 ou 2 mètres par seconde, pas plus. Même 1 mètre par seconde, ça sera déjà pas mal. Enfin, vous essaierez si vous avez une corde sur vous. Donc on va maintenant aller vers quelque chose d'un petit peu plus particulier. Là, j'ai décrit de manière générale, voilà les ondes, les solutions d'équations d'ondes, c'est des fonctions les plus générales. On a quand même des sources dans la nature et pour beaucoup d'ondes qu'on considère, on a des sources d'un type assez particulier, assez souvent, qui produisent des ondes sinusoïdales. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources qui produisent des sons à peu près sinusoïdaux. Quand vous êtes en train de... Si vous chantez, par exemple, vous faites une note, vous avez un instrument de musique, vous essayez en général justement de faire une note assez précise, et ça, c'est décrit par une fréquence bien particulière. Alors, j'oublie ici le fait qu'il y a des harmoniques, en plus, c'est un peu compliqué l'acoustique musicale, mais en gros, on essaye de faire une note, donc une fréquence donnée. Une note, ça veut dire on a une oscillation à une fréquence donnée, et les fonctions qui sont ici vont être des fonctions sinusoïdales. Quand vous avez des ondes lumineuses, émises par exemple par un gaz dans une lampe, et bien là c'est pareil. L'émission est due en gros à l'excitation des électrons dans les atomes, et cette excitation elle est aussi sinusoïdale. C'est dû d'une certaine manière au mouvement orbital des électrons. Je mets des gros guillemets parce que faire la mécanique quantique pour comprendre ça, mais c'est de toute façon à peu près ça qui se passe. Et la lumière qui est émise par des atomes, elle est à peu près sinusoïdale aussi. Et dans beaucoup de situations, c'est le cas. Si vous jetez un caillou dans l'eau, eh bien, vous allez voir que l'onde qui se propage à la surface de l'eau, elle est décrite assez bien, dans certains domaines de longueur, par des sinusoïdes. Ça fait des vagues qui ont cette forme-là sur l'eau. Donc les ondes sinusoïdales, elles jouent un rôle vraiment particulier dans l'étude des ondes. Et on va les étudier, et en fait on va se restreindre maintenant à ça.
et ça s'appelle onde monochromatique. Ce qu'on appelle une onde monochromatique, bah, tiens, vous pouvez me dicter ce que vous avez envie d'écrire pour une onde monochromatique qui se déplacerait dans la vitesse dans la direction des x croissants. Je vais continuer à appeler f la fonction ici. F de x et t. Sinus, pourquoi pas, de... Ça, c'est un exemple. Oui, ça va être un exemple. Enfin, ça va être ce qu'on va appeler les ondes monochromatiques. X, alors je vais prendre, d'accord, x moins vt. Vous avez envie d'écrire ça? Et il y a une amplitude avant. Il y a une amplitude devant, ici. Avant le sinus. Je vais l'appeler F0. Ça, c'est la même dimension que le F, ça vous semble. Ça vous parle? Moi, je hurle hein, si vous me dites ça. Enfin, il y a du bon, mais vas-y. Tu veux prendre quoi? Genre. Non, parce que racine, ça ne va pas être ce qu'on appelle monochromatique. Monochromatique, c'est vraiment quelque chose qui a une fréquence donnée et qui varie sinusoïdalement. Donc, si tu m'avais dit un cosinus à la place du sinus, j'achète. Vous voulez un cosinus? Mais c'est pas ça qui me gêne. C'est l'apparence des énergies. C'est là-dedans, oui. Là, vous avez fait de l'analyse dimensionnelle l'an dernier. Quand l'intérieur, ce qu'on met dans une fonction mathématique, ne doit pas avoir de dimension. On ne prend pas le cosinus d'un truc en mètres. Donc ça ne va pas au niveau de la dimension. Donc si on a une fonction sinusoïdale qui dépend de ça, il y a nécessairement ici quelque chose devant, je vais l'appeler K, qui a la dimension inverse de celle-là. Ça c'est quoi comme dimension? Alors le mètre c'est l'unité, mais la dimension la longueur. C'est pas nécessairement mètre, hein, ça peut être du kilomètre ou du centimètre, ça dépend du... Mais par contre la dimension c'est de la longueur, donc ça c'est quelque chose qui a comme dimension L-1. Donc nécessairement ça doit avoir cette forme-là, il doit y avoir ici un nombre qui est devant ça pour que ça n'ait pas de dimension. Et si je veux la forme la plus générale en fait, il faut l'écrire comme ça. Je rajoute une phase, parce que ça marche aussi. En gros, ce qu'on peut mettre ici, ce qu'on appelle onde monochromatique, c'est une combinaison de sinus et de cosinus qui varie de la même façon. Et quand on combine un cosinus et un sinus, on peut aussi mettre sous une seule forme un cosinus avec une phase ici. Donc ça, c'est ce qu'on va considérer pour la forme d'une onde monochromatique la plus générale. Ce qu'on va faire là, dans le temps qui reste, c'est, je vais vous montrer que le K qui est ici est relié à une quantité qu'on appelle la longueur d'onde, que le V qui est ici et le K sont reliés à une quantité qu'on appelle la fréquence, et je vais introduire comme ça toutes ces grandeurs qui caractérisent une onde. On va commencer par quoi? On va commencer par exemple par la longueur d'onde et les aspects spatiaux. C'est parti. Je vais commencer par représenter cette courbe-là à t fixé. Par exemple à t égale 0, pourquoi pas. Ce sera peut-être le plus simple. À t fixé, je vais représenter le profil de l'onde. Et juste pour fixer les choses ici, je vais prendre pour le dessin phi égale à 0. Si phi n'était pas égal à 0, ça décalerait un petit peu la courbe d'un côté ou de l'autre. Je ne veux pas rentrer dans cette subtilité-là. Il y a d'autres choses plus importantes pour l'instant que je voudrais vous dire. Donc juste pour le dessin et la discussion, je vais prendre phi égale 0. Gardez en tête que ce que je vais raconter, c'est plus général que ça. Donc quand phi est égal à 0 et t égale à 0, la fonction que je veux tracer, finalement, elle est simple. Hein, c'est f0 fois cosinus de kx. C'est pas grand chose, là c'est parti, je trace ça. C'est un cosinus, ça part de F0, ça décroît, ça passe par un minimum, ça recroît. En gros, ça oscille quoi. Voilà. Elle n'est pas trop mal ma sinusoïde là quand même. Hein. Je ne vais pas me la péter, mais un peu quand même. Hein. Et ça descend jusqu'à moins F0. Voilà, ça oscille entre plus F0 et moins F0. Cette fonction, elle est périodique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elle revient à son état initial et puis ça recommence, ça fait des cycles. Voilà, elle est périodique. La période qui est ici, là, la longueur qui est là, donc la longueur spatiale qui sépare deux endroits où l'onde revient à son même état, c'est ça qu'on appelle la longueur d'onde, et on la note très souvent lambda. On va voir maintenant comment est-ce que ce lambda est relié à K.
plutôt du coup comment est-ce qu'on va pouvoir remplacer là-dedans k par quelque chose qui dépend de la longueur d'onde. Juste peut-être quand même pour fixer un peu plus les choses, hein, donc on est à T fixé. Ce qu'on est en train de faire ici, hein, si c'était une corde, on fait une excitation sinusoïdale avec notre main sur la corde. Donc la corde, il y a une sinusoïde qui va se mettre dessus comme ça et qui se propage par là-bas. Et ce que je suis en train de dire, c'est à un instant donné, clac, photo. On prend la photo à cet endroit-là, donc on voit la corde à l'instant auquel j'ai pris la photo et on voit vraiment toute l'amplitude de la corde sur tous les X possibles. Et donc ce qu'on voit, c'est une ondulation comme ça, et l'écart entre deux bosses sur la photo, c'est ça qu'on appelle la longueur d'onde. Comment est-ce qu'on détermine la longueur d'onde? Pour ça, c'est assez simple. Il faut regarder quand est-ce que l'argument qui est ici, là, donne une valeur qui donne la même amplitude qu'au début. Et vaut quoi l'amplitude ici à x égale à 0? Elle vaut f0, c'est marqué, il suffit de prendre x égale 0 là-dedans. Cosinus de 0, ça fait 1, donc l'amplitude ici vaut f0. La question qu'on se pose maintenant, c'est au bout de quel x est-ce que l'amplitude redevient égale à f0? Pour ça, je regarde là-dedans. Il faut donc, ce que je cherche, c'est le x qui est égal à lambda, tel que f0 fois cosinus de k fois lambda soit de nouveau égal à f0. Valait f0 ici, il décroît, il recroît, il revient à f0 ici. Que vaut l'argument du cosinus ici quand le cosinus reprend sa valeur initiale de 1? Le cosinus part de 1 quand l'angle vaut 0, l'angle augmente, 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 le cosinus diminue, augmente. Quand est-ce que le cosinus redevient égal à 1? Pour quelle valeur de son argument? J'ai entendu 2pi et j'ai entendu pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça fait combien? 0. Donc c'est pas ça, on veut que ça fasse 1. Donc effectivement, quand on prend le cercle trigonométrique, le cosinus c'est la longueur qui est ici, l'angle augmente, le cosinus diminue, diminue, hop, on augmente, 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 et quand on a fait un tour, donc l'angle qui est là c'est 2pi, quand on a fait un tour, que le cosinus reprend sa valeur initiale. Donc effectivement ici, il faut pour ça que k lambda soit égal à 2pi. C'est-à-dire k est égal à 2pi sur lambda. Voilà, donc on a une relation entre le k qui intervient là-dedans et puis la longueur d'onde qui est là. Et le k d'ailleurs on lui donne un nom, je ne l'ai pas encore donné, on l'appelle nombre d'ondes. Ça on garde en tête, on va en avoir besoin un tout petit peu. Ça, c'était donc une photographie à t égale 0 de la tête de l'onde. Imaginez que vous fassiez ça, il y en a marre de la corde, maintenant on va prendre des ondes un peu plus compliquées, vous êtes dans votre bain, tranquille, puis vous avez envie de faire de la physique. Normal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre canard préféré, le pousser dans l'eau comme ça, faire des ondes à la surface de l'eau, ça va être d'une certaine manière des sinusoïdes si vous agitez le canard de manière sinusoïdale, et si vous prenez une photo de vous dans votre bain, bref, si vous prenez une photo de vous dans votre bain en train d'agiter le canard, là, sorti de son contexte, ça va pas du tout. Si vous prenez une photo à ce moment-là, vous allez voir les vagues à la surface de l'eau et vous allez pouvoir trouver, en mesurant la distance entre deux crêtes de la vague, vous allez avoir la longueur d'onde. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez agiter le canard ici et mettre un petit flotteur à un endroit et mesurer au cours du temps la hauteur du flotteur. Si vous agitez le canard comme ça, l'onde va passer, la vague va passer, va agiter le flotteur qui est ici, et vous allez, par exemple, en mesurant ça au cours du temps, avec un chrono, etc., voir quelle est la position au cours du temps, et vous allez obtenir une courbe au cours du temps de ce type-là. Vous allez avoir quelque chose qui va être aussi sinusoïdal. Ça, c'est cette fois-ci f de x et de t à x fixé. Donc, à la position où vous avez mis le flotteur, sur la corde, vous pouvez aussi mettre un petit détecteur au niveau de la corde et regarder comment elle avance, comment elle bouge au cours du temps. La fonction qui est ici est encore décrite par celle-là. Ce que je vais prendre ici, je vais prendre x égale à 0, si vous voulez bien, pour un petit peu simplifier l'expression. Encore une fois, c'est ce que je dirais tout à fait général, mais ça simplifie à la fois le dessin et puis la discussion. On a donc ici f de x, x en f de 0 en fait, et de t, qui s'écrit f0 cosinus de moins k fois v fois t. J'ai remplacé phi par 0 comme je l'avais fait là, et j'ai remplacé x par 0 dans l'équation qui est ici.
La question qu'on se pose ici, ça va être la même que tout à l'heure, donc c'est quelque chose qui varie sinusoïdalement, donc du coup c'est aussi périodique, et le petit flotteur, donc il y a un mouvement qui se répète au cours du temps, identique à lui-même. On se pose la question suivante, au bout de combien de temps, cette fois-ci de temps, hein, pas de distance, au bout de combien de temps, on va appeler ce temps la période, est-ce que l'onde se répète identique à elle-même? Eh bien, le raisonnement va être le même qu'avant, on va se dire, bah, à t égale 0, on a f qui doit être 0, à t égale à grand T, on veut aussi que f soit égal à f0, donc on veut du coup que le cosinus qui est ici soit égal à 1, et donc on veut encore que moins k, donc on veut que cosinus de moins kVt soit égal à 1, et donc on veut que cette grandeur-là soit égale à quoi? Alors, vous avez envie de dire 2pi encore, il faut juste faire attention à quelque chose, alors c'est presque ça. Il faut juste faire attention au fait que, si vous regardez l'expression qui est ici, là, quand on part ici de t égale à 0, par exemple, et qu'on augmente t, dans l'expression qui est ici, l'argument ici diminue. Il y a un moins là. Donc quand t augmente, l'argument du cosinus diminue. Donc si au début, l'argument qui est là vaut 0, il ne va pas vouloir, c'est pas possible qu'il vale 2pi plus tard. Il diminue, il ne fait que diminuer. Donc ça part de 0, ça décroît. Et en fait, la première valeur pour laquelle le cosinus va de nouveau valoir 1, c'est quand ça vaut moins 2pi, et non pas 2pi. Hein, ça, c'est juste dû au fait que ça, c'est une quantité négative, en fait. Il y a le moins qui est ici. Et donc ça vous dit que on doit avoir du coup, alors le t qui est ici, je vais le remplacer par le grand T, hein, parce qu'on cherche la période, donc grand T tel qu'on est ça. Et donc on a effectivement que kV fois grand T est égal à 2pi. Donc là, ça ne parle pas beaucoup, mais je vais remplacer k par 2pi sur lambda. Et ça vous dit que, quand je remplace ça par 2pi sur lambda, ça fait V fois T est égal à lambda. T est relié de cette manière-là à la vitesse et à la longueur d'onde. Je vais écrire un petit peu tout ça, je vais résumer ça tout de suite là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période. T est égal à, du coup je peux écrire lambda sur V. J'ai écrit que la longueur d'onde, lambda c'était 2pi sur k. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Alors, la longueur d'onde, c'est un truc qui est nouveau pour vous parce que vous n'avez pas vu les ondes, mais la période, c'est quelque chose que vous avez déjà vu quand on a étudié ensemble l'an dernier les oscillateurs. Quand on a un ressort, une masse au bout d'un ressort, c'est un truc qui a un mouvement sinusoïdal, et le temps au bout duquel l'oscillation se répète, ça s'appelle la période de l'oscillateur. Donc c'est quelque chose, cette fois-ci, qui ne fait pas intervenir la vitesse, c'est une autre expression, mais bon, on a aussi une période. Et on avait introduit d'autres grandeurs, on avait introduit la fréquence, et on avait introduit la pulsation. Vous vous rappelez de ça? Comment est-ce que la fréquence était reliée aux grandeurs qui sont écrites juste au-dessus? F, c'est 1 sur T, effectivement. Et donc du coup, c'est V sur lambda. Et la pulsation, vous vous rappelez de ça? C'est 2pi F, ouais. C'est-à-dire 2pi, ici V, sur lambda. 2pi sur lambda, c'est K, donc ça s'écrit aussi ça K fois V. Je vais encadrer les équations qu'on utilise le plus souvent. Le fait que oméga égale à kV, ça c'est pas mal de s'en rappeler. Donc F égale 1 sur T, oui. La relation entre Vt et lambda qui est ici, on peut aussi l'écrire de manière un peu plus facile à se rappeler. À mon avis, c'est V égale lambda sur T, parce que là c'est une vitesse, c'est vraiment la longueur d'onde, donc une longueur divisée par la période, un temps. Donc c'est vraiment la dimension d'une vitesse. Donc la vitesse de l'onde est donnée par lambda sur grand T. Du coup, quand on a ça en tête, ça permet d'écrire un petit peu plus simplement l'équation qui décrit le mouvement, puisqu'on avait écrit
f de x et de t égale à F0 cosinus de k x moins dt plus phi. On avait écrit ça. Donc ça, je peux aussi l'écrire. Je vais développer simplement la parenthèse qui est ici. Kx moins kv t plus phi. Kv qui est ici, là, je viens d'écrire que c'était oméga. Donc ça, je peux l'écrire F0 cosinus de kx moins oméga t. C'est exactement la même équation qu'avant, hein. J'ai juste changé les notations pour qu'on voit bien ici on voit bien le rôle du oméga. Quand vous aviez vu les oscillateurs mécaniques, là, le ressort, ou en électricité aussi d'ailleurs, hein, vous avez des choses en cosinus de oméga t. Donc oméga, c'est ce qui apparaît naturellement dans l'expression des oscillations en fonction du temps. Voilà. Et ce qui est nouveau ici pour vous, c'est le K, donc ça c'est le prix. La variation spatiale, c'est la périodicité spatiale que ça fait intervenir. On peut aussi écrire cette équation en remplaçant ici le K par 2π sur lambda, mais elle est aussi très bien comme ça.